WrestleMania 27 est considéré par beaucoup de fans comme le pire WrestleMania qu'il n'ait jamais vu. En témoigne sa note sur Cage Match qui est de 4,88 sur 10. C'est pourquoi je vous propose qu'on se replonge ensemble dans ce show pour savoir si oui ou non WrestleMania 27 fut un désastre. Le host de ce WrestleMania, The Rock, ouvre cette 27e édition. Il décide de prendre le micro et de dire sa fameuse catchphrase. Le Rock promet que ce soit le WrestleMania le plus mémorable de tous les temps. S'il savait. Il chauffe alors le public pour ce qui l'attend durant cette soirée et il n'oublie pas de décrire de manière peu élogieuse un catcheur qui s'apparente à être John Cena. Bon alors le segment n'était pas trop long, la réaction du public était assez bonne, donc désormais on peut passer à l'action dans le ring. Cette 27e édition s'ouvre alors avec un match de championnat et oui c'est assez étonnant. En effet on débute ce WrestleMania avec Edge défendant son championnat du monde poids lourd face à Alberto Del Rio, le vainqueur du dernier Royal Rumble qui était à 40 participants et non 30 comme d'habitude. Une entrée en grande pompe pour Del Rio qui a carrément ramené sa propre voiture. Alberto ne vient pas seul car il est accompagné de Brodus Clay, et oui avant de danser fallait bien faire quelque chose de sa vie, et de son annonceur Ricardo Rodriguez. De l'autre côté, Edge aussi est accompagné de son meilleur ami Christian. Edge est ovationné par le public pour ce qui sera son dernier match avant d'annoncer sa retraite prématurée. Edge est très rapidement en difficulté dans le combat avec un très gros travail sur son bras gauche par le Mexicain, mais Del Rio se sent pousser des ailes, ce qui profite à Edge qui l'esquive et qui le fait passer à l'extérieur du ring. Edge enchaîne avec une somersault plancha vers l'extérieur du ring, un move que la Rated R Superstar n'a que très peu de fois exécuté. Il monte sur la troisième corde mais Del Rio revient et le projette en s'appuyant sur son épaule blessée. Del Rio parvient finalement à porter sa prise de soumission mais le Canadien pose un pied sur la première corde pour la casser très rapidement. Edge veut sauter depuis la troisième corde mais Del Rio le surprend avec un superbe enziguri. Évidemment, Ricardo intervient dans le match et retire la jambe de Edge de la première corde pour ne pas qu'il puisse casser le tombé. Christian tente alors de s'en débarrasser, mais il se retrouve face à Brodus Clay qui lui porte un énorme Fallaway Slam à l'extérieur du ring. Edge part pour un roll-up, mais Del Rio se dégage au compte de 2. Un premier spear est contré par Del Rio et Brodus Clay envoie l'épaule de Edge dans le poteau. Del Rio porte enfin son cross-arm breaker sur Edge, mais le Canadien arrive à s'en sortir. Il porte alors sur Del Rio sa propre prise de finition. Christian empêche Brodus Clay d'intervenir avec un tornado DDT à l'extérieur du ring. Edge n'arrive pas à faire abandonner Del Rio. Il ne reste alors plus qu'une seule solution, le spear. Le Canadien fait le tomber et conserve alors le championnat du monde poids lourd de la WWE. Sur le chemin du retour, les deux meilleurs amis tombent sur la voiture à Del Rio. Ils s'arment chacun d'un pied de biche et d'un tube en fer pour la détruire. Alors pourquoi parce que c'est WrestleMania, voilà. Un très bon opener, un super combat pour ouvrir ce show. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs de voir un match pour le titre dans l'opener, dans le tout premier match de la soirée. D'habitude c'est plus en fin de soirée. Mais franchement leur match ne paye pas de mine. Les deux hommes racontent une très bonne histoire. Et puis à la fin ils cassent une voiture donc c'est trop bien. Le show se poursuit avec Cody Rhodes face à Rey Mysterio qui enchaîne les masterclass en étant en cosplay de Captain America. Une rivalité assez classique entre les deux lutteurs où Mysterio aurait cassé le nez du très beau Cody Rhodes qui doit désormais porter un masque. Rhodes contrôle le début du match et contre un ciseau de tête de Mysterio en un puissant Alabama Slam. Rey Mysterio tente de revenir dans le combat mais Cody Rhodes le stoppe en haut de la troisième corde et parvient à maintenir durant plusieurs secondes une souplesse très impressionnante qui fragilise encore plus le dos du luchador. Encore une preuve d'un très grand talent que possède Cody Rhodes. Cody continue de dominer le combat et contre toutes les tentatives de Rey Mysterio de revenir dans le combat. Cody Rhodes se fait prendre de vitesse et est positionné pour le 619 mais au moment du choc il retient les jambes de Mysterio. Il profite de son avantage pour attaquer le genou du Mexicain en lui retirant ses protections. Rey Mysterio reprend alors ses esprits et porte un très beau moonsault et enlève alors le masque de Cody Rhodes, un élément qui le sort complètement du match et qui laisse le champ libre à Mysterio de lui infliger son 619. Mais lorsqu'il veut enchaîner avec son frog splash, Cody Rhodes met en opposition ses genoux. Après ça Mysterio décide de porter le masque de Cody Rhodes et de s'en servir dans toutes ses attaques. Le Mexicain porte un diving headbutt depuis la troisième corde avec le masque, mais Cody Rhodes se dégage au compte de 2. L'arbitre retire le masque à Rey Mysterio et le dépose à l'extérieur du ring, mais pendant ce temps, Cody Rhodes s'arme de la genouillère de Mysterio à l'extérieur du ring. Et lorsque le luchador part pour un dive vers l'extérieur du ring, Cody Rhodes le stoppe net avec un coup de genouillère. Le plus dur est fait pour Cody Rhodes, il n'a plus qu'à lui infliger sa Crossroads pour remporter ce combat. Encore un bon match entre deux très bons lutteurs, l'histoire
qui nous raconte est simple mais efficace, et franchement on ne voit vraiment pas passer les 11 minutes de combat. Par contre le gros point négatif c'est le public, qui mettra beaucoup de temps à rentrer dans le match. On n'entend que de très faibles chants Cody Rhodes, et d'ailleurs ce qui m'a beaucoup surpris c'est que Rey Mysterio n'est pas si over que ça à l'époque, en témoigne ce combat. Bref, un super affrontement et une belle victoire pour Cody Rhodes à WrestleMania. Le combat suivant est un 8-man tag team match opposant les restes de la Nexus aka The Core, entre grands guillemets les débris de la Nexus, avec Ezekiel Jackson qui s'est incrusté dans le délire. Ils feront alors face à Big Show, Kane, Santino Marella et Kofi Kingston. Alors qu'on pourrait s'attendre à un petit 10 minutes de match avec un peu de dynamisme, mais non. À la place, tous les lutteurs vont rentrer dans le ring tour à tour avant que Santino ne rentre sous l'ovation du public et inflige sa prise de finition, le Cobra. Et le Big Show enchaîne avec son KO Punch pour remporter le match. Oui, c'est déjà fini, oui. Le combat dure littéralement 1 minute 30, c'est vraiment une autre époque. Et dire que 3 des 4 membres de The Core étaient au sommet de la WWE dans la Nexus il y a un an de ça, et les voilà se faire détruire le temps d'une pasta box à WrestleMania. Un combat oubliable qui laisse place à une confrontation qui a l'air bien plus intéressante, opposant Randy Orton à CM Punk. Punk veut alors se venger des attaques à coups de pun kick de Orton sur les membres de la New Nexus, mais aussi de son attaque lors de Unforgiven 2008 qui n'a jamais oublié et qui lui avait coûté, rappelez-vous, son titre poids lourd. Randy Orton est celui qui recevra le meilleur accueil du public, et oui, car Punk lâchera sa pipe bomb d'ici un mois et lancera alors son Summer of Punk. Mais avant ça, il doit affronter le plus dangereux lutteur à la WWE, Randy Orton. Orton est déterminé et ne s'arrête pas de frapper Punk, il l'emmène à l'extérieur du ring, mais l'originaire de Chicago en profite pour contrer The Viper et pousser les escaliers sur le genou fragile d'Orton. CM Punk se met alors à focaliser toutes ses attaques sur ce genou. Il pense en finir et positionne Orton pour son GTS, mais Orton le contre et tente aussi de partir pour son RKO. Punk l'en empêche et le surprend avec un gros coup de pied au visage. Les deux hommes poursuivent leur lutte et se retrouvent sur la 3e corde. Orton prend le dessus et lui inflige une souplesse, mais The Viper n'obtiendra qu'un simple compte de 2. Punk reprend alors ses esprits et s'appuie sur ce genou en portant une prise en 4 à Orton sur le poteau du ring. Orton mord de douleur le poteau, mais Punk est contraint de relâcher la prise. Randy Orton se libère de l'emprise de Punk et revient en portant son Power Slam. CM Punk, après une série de coups de pied, parvient à coincer Randy Orton dans son Anaconda Vice, mais Randy roule vers les cordes pour casser la soumission. The Viper porte alors son DDT depuis la 2e corde et patiente pour que sa proie se relève pour son RKO. Mais dans un instant de folie, il décide de finalement partir pour son Pun Kick. Cependant, avant le choc, son genou ne tient pas et Orton est incapable de porter sa prise. Randy Orton est au sol, souffrant le martyr. Punk s'approche alors pour en profiter, mais Randy Orton fait preuve de malice en tentant d'infliger son RKO. Mais Punk est parvenu à se retirer tout pile au bon moment. CM Punk se prépare à faire un springboard depuis la 3e corde pour enfin en terminer avec le Legend Killer, mais Orton, malgré sa blessure, porte un sublime RKO pour remporter le combat. Encore un RKO à ajouter à la collection des plus beaux. Un très bon combat, très dynamique, et les deux hommes ont vraiment une bonne alchimie dans le ring. Le combat a duré 14 minutes devant un public qui était beaucoup plus investi que dans les précédents matchs. Punk est pour moi à son prime à cette époque et il fait un super travail en tant que heel. Derrière, Randy Orton fait un super selling de son genou et termine par porter un très beau RKO. J'ai vraiment apprécié ce combat qui est pour moi un des matchs à retenir de cette soirée. Enfin, j'ai l'impression que la très bonne qualité de ce match est peut-être censée nous faire mieux digérer le combat qui suit. Et oui, car la soirée se poursuit avec le combat célèbre entre Michael Cole et Jerry Lawler, avec comme arbitre spécial Stone Cold Steve Austin. Je sais, ça pue le 5 étoiles à plein nez. Il est accompagné de Jack Swagger qui lui-même ne sait pas ce qu'il fout là. Voilà, je vous affiche actuellement une image qui pour moi résume parfaitement ce combat. Jack Swagger va largement aider Michael Cole à dominer Jerry the King Lawler, mais évidemment le gros problème c'est que Michael Cole n'est pas un catcheur, et dans le ring ce n'est vraiment pas ça. Après que Lawler soit revenu dans le match, Swagger jette une serviette pour faire arrêter le combat, mais Steve Austin n'est pas de cet avis et porte ce qui est pour moi le highlight de cet affrontement, un bon vieux stunner sur Jack Swagger. Finalement, Jerry Lawler porte un ankle lock sur Michael Cole pour le faire abandonner. Cependant, après le match, le general manager anonyme de Raw annonce que Michael Cole est le vainqueur par disqualification. Voilà, c'était vraiment cool de voir Steve Austin boire des bières en tout cas. Repassons aux choses sérieuses, c'est l'heure de l'affrontement entre le Deadman, The Undertaker et The Game, Triple H. Et cela dans un No Holds Barred match. Undertaker défendra alors sa série d'invincibilité à WrestleMania qui est au nombre de 18 en 2011.
2011. Mais cette fois-ci, il affronte un lutteur qui a tout fait, tout vu, tout vécu à la WWE et qui n'a peur de personne. Un nouveau défi après avoir envoyé son meilleur ami à la retraite l'année passée. Le roi des rois, Triple H, fait une entrée digne du plus grand des monarques, prêt à conquérir un nouveau territoire. Le Deadman, de son côté, surgit des ténèbres et fait son entrée à glacer le sang. Le seul homme qui n'est pas impressionné ce soir-là, c'est Triple H. Et ça en dit long sur son état d'esprit. Les deux lutteurs n'attendent pas une seule seconde avant de se rentrer dedans. L'Undertaker prépare la table des commentateurs avant que Triple H ne l'envoie dans la cabine de Michael Cole. The Game prépare la table des commentateurs, il veut partir pour un pedigree, mais l'Undertaker le contre et le balance depuis le haut de la table sur le sol. Cela fait déjà moins de 10 minutes de match et les deux hommes nous offrent déjà une rare violence. Mais l'Undertaker ne se repose pas sur ses acquis et part pour un énorme dive à l'extérieur du ring sur Triple H. Alors je le mets au même niveau de dangerosité que celui de WrestleMania 25. Mais au moins on ne peut pas dire qu'il retient ses coups. Le Phenom veut en finir avec un Tombstone Piledriver sur l'escalier, mais Triple H est encore lucide et l'esquive. L'Undertaker décide de charger Triple H, mais The Game profite de cet élan pour infliger un énorme Spinebuster sur la table des commentateurs. De retour dans le ring, l'Undertaker porte un premier chokeslam pour un simple compte de 2. Après s'être sorti d'un Last Ride et d'un Tombstone Piledriver, Triple H porte un second Spinebuster sur le Deadman. Mais une nouvelle fois, il n'obtiendra qu'un compte de 2. Le Deadman porte un premier puis un second coup de chaise, mais c'était le coup de trop car Triple H l'esquive et lui inflige le tout premier pedigree de ce match. Mais ça ne sera pas suffisant pour battre le Phenom qui se dégage au compte de 2. C'est au tour de l'Undertaker de revenir dans le combat en portant un Last Ride sur The Game qui lui aussi se dégage de sa prise de finition. Même l'Undertaker, très stoïque, n'en croit pas ses yeux. C'est une vraie bataille entre ces deux hommes qui souffrent le martyre pour remporter ce combat. Ils prennent alors plusieurs minutes à s'en remettre et Triple H inflige un second pedigree à l'Undertaker. Il fait le tomber mais le Deadman se dégage encore une fois. The Game commence à s'agacer et porte un troisième pedigree sur le Phenom. Dans le plus grand des silences, Triple H fait alors le tomber mais non. L'Undertaker est surhumain et se dégage encore une fois au compte de 2. Triple H décide alors de porter de violents coups de chaise sur le dos du Deadman et lui hurle de rester par terre. The Game est impuissant, il ne sait pas quoi faire de plus pour vaincre le Phenom. Il est épuisé et donne un coup de chaise dévastateur sur le crâne de l'Undertaker. Un coup très dangereux qui peut entraîner une commotion cérébrale. Mais non, le Deadman bouge et se relève une fois de plus. Triple H lui hurle mais quel est son problème à la fin? Hunter n'a aucune pitié et porte la prise de finition de son adversaire, le Tombstone Piledriver, l'humiliation ultime pour un catcheur. Et alors que les fans retiennent leur souffle pendant le tombé, le Deadman parvient à se dégager miraculeusement au compte de 2. Triple H a tout fait, mais comment c'est possible qu'il se dégage encore? Lui qui a pourtant tout vu et tout vécu affronte l'immortel. Triple H sort alors son sledgehammer de dessous le ring et s'approche de l'Undertaker, mais le Deadman, à défaut de ne pas être le plus dominant, sera le plus malin dans ce combat en coinçant The Game dans sa prise de soumission, le Hell's Gate. Après une longue résistance, Triple H est contraint d'abandonner et ne sera pas celui qui vaincra cette année l'Undertaker à WrestleMania. Il est complètement dépité, lui qui a dominé une large partie du combat et qui pensait pouvoir briser la série d'invincibilité à WrestleMania de l'Undertaker. Eh bien non, car il n'affronte pas un être comme les autres, il affronte l'Undertaker. Mais bon sang, quel match! Franchement, c'est le show stealer de la soirée et de très loin. Si vous ne l'avez jamais vu, vraiment allez le voir, il en vaut vraiment la peine. Alors certes, Triple H domine très largement le match, mais l'Undertaker n'en sort pas moins décrédibilisé. Et au contraire, cela sera à charge de revanche pour l'Undertaker l'année suivante. On voit même qu'après le combat, Triple H a de la pitié pour l'Undertaker malgré sa défaite, comme s'il avait eu peur d'être allé trop loin. Le combat dure presque 30 minutes, mais il est juste parfait. L'histoire racontée par les deux lutteurs est magnifique, et puis leur performance dans le ring est juste stratosphérique. Autant le public n'était pas si chaud que ça, pour ne pas dire absent durant tout le début du show, autant pour cet affrontement, ils se sont enfin lâchés. J'ai passé un super moment devant ce combat, mais ce WrestleMania n'est toujours pas fini. On enchaîne avec le combat opposant Ziggler et Lay Cool contre John Morrison, Trish Stratus et Snooki. Alors c'est qui Snooki? Une personnalité de la télé-réalité, me dit Wikipédia. Stratus et Michelle McCool ont le temps de sortir quelques prises avant que ça ne soit le bordel dans le ring. John Morrison porte alors son Starship Pain vers l'extérieur du ring sur Dolph Ziggler et Trish Stratus fait le tag à Snooki qui nous sort un très joli move pour remporter le combat. Pour terminer en beauté ou non, ce WrestleMania 27, on passe au main event qui opposait le champion de la WWE, le Miz, face à John Cena. Alors c'est un combat en demi-teinte
teinte avec d'un côté un Miz qui réalise l'impensable, lui qui était quelques années plus tôt exclu, moqué dans les vestiaires au départ de sa carrière et qui se retrouve désormais dans le main event de WrestleMania. C'est une très belle histoire pour lui. Maintenant, est-ce que le Miz avait les épaules pour être dans le main event de WrestleMania cette année-là? Ça, c'est un tout autre débat. De l'autre côté, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez me corriger dans les commentaires, John Cena n'aurait apparemment pas été très emballé par ce combat, sans parler d'autres talents qui vont s'en plaindre comme un certain CM Punk. Leur match débute dans le silence absolu. Je crois que j'ai rarement vu un main event aussi silencieux. John Cena revient dans cet affrontement et porte facilement son 5 Knuckle Shuffle. Il tente de partir pour son Attitude Adjustment, mais le Miz le contre avec un DDT pour le compte de 2. Le Miz en bon heel enlève le coin du ring, l'arbitre lui retire des mains et Cena en profite pour reprendre l'avantage. Il ne parvient certes pas à lui porter son AA car il s'accroche aux cordes, cependant il le coince dans son STF. Mais le Miz casse la prise en attrapant la première corde. Le rythme s'accélère, Alex Riley distrait John Cena, ce qui permet au Miz de porter sa prise de finition, le Skull Crushing Finale. Il fait le tomber mais Cena se dégage une nouvelle fois. Le Miz attend sagement pendant que son acolyte distrait l'arbitre pour porter un second coup de mallette, mais Cena esquive le coup et la mallette heurte alors son protégé Alex Riley. John Cena capitalise sur son avantage et enchaîne avec son Attitude Adjustment. Il fait le tomber mais le Miz se dégage encore au compte de 2. Les deux hommes se retrouvent alors à l'extérieur du ring et John Cena fonce droit sur le Miz qui était sur une barricade de sécurité. Alors pour l'anecdote, il semblerait que le Miz à ce moment précis du match n'est plus du tout conscient car il est sous le choc d'une commotion cérébrale. Et franchement, si vous regardez les images, ça se voit à ses yeux qu'il ne sait pas du tout où il se trouve. Les deux hommes sont décomptés à l'extérieur par l'arbitre, ce qui permet au Miz de conserver son titre WWE par disqualification. Sauf que, surprise ou pas, le Rock fait son arrivée et il annonce qu'il a reçu un email du General Manager de Raw anonyme, mais en fait non, on s'en fout de ce qu'il pense. Le Rock annonce alors que ce match doit redémarrer maintenant et qu'il sera sans disqualification. Dwayne Johnson exécute son Rock Bottom sur John Cena pour permettre au Miz de faire le tomber et de conserver son titre WWE. Mais comme si le Miz n'en avait pas eu assez pour la soirée, il se mange un People's Elbow. C'était un bon combat qu'on pourrait à la limite retrouver du côté de Raw, mais qui n'a clairement pas le calibre d'un main event de WrestleMania. La foule met une dizaine de minutes avant d'être dans le combat et j'ai vraiment eu l'impression, après ça reste très subjectif, que ce soir-là, John Cena faisait littéralement le minimum syndical et rien de plus dans le ring. L'action est assez bonne, même si très entachée par la grosse blessure du Miz en fin de match. Par contre, la fin avec le Rock est beaucoup trop prévisible. Et c'est quand même triste de se dire que le main event de WrestleMania, le combat le plus important de la soirée, n'est qu'un spot publicitaire pour le prochain WrestleMania et la rivalité entre John Cena et le Rock. Malheureusement, c'est un affrontement oubliable qui clôture assez difficilement ce show assez moyen. Voilà, WrestleMania 27 c'est donc bel et bien terminé. Maintenant passons à une petite analyse. Alors, est-ce que ce WrestleMania est si mauvais? Eh bien en le regardant, je ne l'ai pas trouvé non plus mauvais, mais assez moyen. Selon moi, tout n'est pas acheté et je pense par exemple à l'opener qui était vraiment sympa. Et pour moi, la carte est mal disposée. Si on avait eu le Triple H Undertaker en main event, je pense que ça aurait peut-être changé beaucoup de choses. Et puis surtout, il y a beaucoup trop de matchs inutiles et rapides pour un aussi gros événement. On a quand même 3 combats qui font moins de 5 minutes. Vraiment, pour un WrestleMania, c'est un crime. Il y a quand même des combats sympas et plutôt bons, mais l'affrontement à retenir de la soirée, c'est sans aucun doute Triple H contre l'Undertaker. En tout cas, pour moi, oui, ce WrestleMania est largement un cran en dessous par rapport aux autres WrestleMania de son ère. Ils auraient vraiment pu mieux faire, par exemple avec le 6-man tag team match, qui selon moi aurait pu durer voilà une petite dizaine de minutes et ça aurait été très bien. Les combats sont bons, mais peut-être pas assez pour un WrestleMania. Sans parler des rivalités qui sont pour ce show quasi inexistantes pour chaque combat, hormis la grosse affiche entre Triple H et l'Undertaker, une rivalité que je compte d'ailleurs couvrir sur la chaîne très prochainement. Il y a aussi un gros facteur qui a contribué au désastre qu'était ce show, c'est le public. Durant peut-être les 3/4 du WrestleMania, ils ne feront aucun bruit. Et ça par contre, c'est peut-être la raison principale de cet échec. C'est littéralement la base sur laquelle s'appuie le catch. Maintenant, on ne peut malheureusement pas réécrire l'histoire. WrestleMania 27 est comme il est. Il n'est certes pas le meilleur, mais au moins, on aura vu Snooki catcher au moins une fois dans nos vies.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si j'ai pu faire des erreurs ou si vous voulez simplement commenter la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que ce format de review vous plaît toujours autant parce que c'est vrai que voilà, j'aime bien en faire de temps en temps. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez aussi surtout pas à me suivre sur Twitch où je live au moins une fois par semaine, le lien est en description. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles en description. Et n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.